Alors, bonsoir. Ça va bien? Oui. Mon nom est Robert Comeau, vice-président de la PTS au palier national. Ça me fait plaisir de vous accueillir. On vous accueille ce soir dans le cadre de la mission élection qui est menée par la PTS et organisée par votre exécutif local à la Nodière de la PTS. Donc, dans ce cadre-là, nous vous souhaitons la bienvenue. La PTS actuellement consacre beaucoup, et vraiment beaucoup d'énergie pendant la campagne électorale pour faire connaître les enjeux que nos membres vivent actuellement dans le réseau de la santé, dans le réseau des services sociaux également. Donc, c'est un moment privilégié ce soir pour les partager avec les personnes candidates. Dans la période électorale, nos équipes, entre autres sur le terrain, se déploient de différentes façons. On fait des rencontres, évidemment, de personnes candidates. On fait des rencontres de débat, des activités sociales avec des gens pour justement partager entre nous les enjeux qui touchent nos membres. Et on parle, bien sûr, de services sociaux, de santé en général. On parle, bien sûr, de la santé de la population. C'est ce qu'on a à cœur comme professionnel technicien de la santé. On parle de la santé même de notre réseau de santé et de services sociaux. On parle de la santé de ceux et celles qui offrent les services en santé et services sociaux. On a développé un sondage, on a sondé nos membres, on a 60% de nos gens actuellement qui démontrent des signes d'épuisement professionnel. Ça nous inquiète, on veut en parler et c'est un sujet qu'on parle beaucoup entre nous, bien sûr. Santé des femmes. Nous sommes une organisation qui représentons 86% de femmes. Donc, ce sont elles qui donnent les services quotidiennement à nos membres, à la population de la Nodière, mais partout au Québec. Donc, on a une préoccupation très forte pour la santé des femmes. Pour en savoir plus sur les différents aspects de la campagne, on vous invite à consulter le site pour un réseau en santé.com où vous avez beaucoup plus de renseignements sur ce qui se passe ailleurs au Québec et bien sûr ici à la Nodière. Et nous vous incitons, en tout cas personnellement, et à la PTS, on vous invite à aller voter le 1er octobre. C'est un moment privilégié et comme citoyens, nous devons exercer ce pouvoir-là que nous avons. Donc, ça me fait plaisir d'ouvrir cette soirée et sans plus tarder, je vous présente la présidente APTS La Nodière, Mme Diane Mathieu, votre présidente. On peut l'accueillir. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue au débat électoral organisé par l'exécutif local du CIS de La Nodière. Nous vous remercions d'être ici et également de nous suivre sur les médias sociaux. Permettez-moi de remercier tout particulièrement nos 3 candidats-candidates. Alors, visiblement, il y a une chaise vide ici ce soir pour des principaux partis politiques qui ont accepté notre invitation. Donc, nous avons Mme Lise Lavallée de la coalition Avenir Québec, M. Éric Tremblay du Parti québécois et M. Olivier Huard de Québec solidaire. Nous sommes fort heureux de pouvoir permettre à nos membres de nous entendre sur des enjeux qui les touchent au quotidien. Aujourd'hui, nous souhaitons que le débat ne porte pas sur les agendas respectifs, mais bien sur les priorités électorales des membres de la PTS. Donc, il y a 5 enjeux qu'on aimerait aborder avec les gens qui sont ici ce soir. La santé des professionnels et techniciens de la santé du CIS de la Nodière, l'autonomie professionnelle, la conciliation travail-famille-vie professionnelle, la prévention et la privatisation, les conditions de travail. Sur ce, je vous souhaite, au nom des membres de l'exécutif local de la PTS de la Nodière, un débat inspiré, instructif et constructif. Je vais céder maintenant la parole à Mme Noëlène Allard, qui est coordonnatrice au secteur de l'action sociopolitique, qui va être notre animatrice ce soir. Merci beaucoup, Mme Mathieu. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer le débat. Alors, merci à tous ceux et celles qui sont présents dans la salle. Merci aussi à tous ceux qui nous suivent sur le web, puisque le présent débat est en diffusion sur le web. Alors, bienvenue à tous. Merci de l'intérêt que vous portez. Bien entendu, merci à vous, ici, candidats, candidates, d'avoir accepté notre invitation et de participer à ce débat. Les membres du CIS de la Nodière vous en remercient également. Je tiens également à remercier chaleureusement le Parti libéral,
qui brille par son absence. En fait, ce n'est qu'hier soir, en soirée, que le Parti libéral a décliné l'invitation du 6 Lanaudière à participer à ce débat. Alors, je tenais quand même à le préciser. Alors, quelles sont les règles du jeu ce soir? D'abord, 4 parties à cette soirée. Une première partie qui se constituera finalement des allocutions d'ouverture. Vous aurez chacune 2 minutes pour vous présenter, les principales positions de votre parti en matière de santé et services sociaux. Il y aura aussi des questions à débat, des questions qui viendront de la salle et, si jamais on a encore un peu de temps, quelques questions rafales. Mais ça, les questions rafales, c'est si jamais on avait du temps. Donc, voilà qui est le menu de la soirée. Et pour ce qui est des règles un petit peu plus précises, en matière de temps, donc, vous aurez, pour chacune des questions, 90 secondes pour répondre chacun à la question et, par la suite, 1-2 minutes de débat entre vous. On a fait un tirage au sort pour savoir qui est la ou le candidat qui commencera en premier. Donc, pour la première allocution, la première personne qui prendra la parole est M. Tremblay du PQ. Par la suite, Mme de la CAQ et finalement M. Huard de QS. Et pour la deuxième question, on part vers la droite. Ce sera M. Huard, Madame, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle finalement le serpent. Donc, vous aurez équitablement chacun votre tour de parole. Bon, les consignes de respect, j'ai aucun doute que ça va super bien aller. Donc, on ne se coupe pas la parole. Si jamais il y a comme on s'enflamme, bien, je vous demanderai peut-être là de laisser la parole à un ou à l'autre, mais je pense qu'on peut être capable de débattre dans une perspective de respect et que chacun ait à finalement avoir la parole. Et aussi, essayer de ne pas parler ensemble, parce que pour les gens qui écoutent en web, c'est plus difficile aussi là, quand il y a plus de cacophonie. Donc, semblent être les règles pour ce soir. Et sans plus tarder, nous allons passer aux allocutions d'ouverture. Donc, chacune, 1-2 minutes pour vous présenter et présenter les principales positions de votre parti en matière de santé, services sociaux. Allez-y, M. Tremblay. Merci Mme Allard, Mme la Présidente. Merci à tout le monde d'être là. Alors, je suis Éric Tremblay, je suis médecin de famille de formation. J'ai exercé depuis 25 ans à l'hôpital St. Mary's à Montréal. Et puis, j'ai été jusqu'à tout récemment vice-président des médecins québécois pour un régime public, un groupe de médecins qui milite pour l'amélioration du système de santé sans le privatiser. Alors, on a mené plusieurs combats contre les frais accessoires, pour l'accès à la radiologie en clinique privée, contre la hausse de la rémunération des médecins, entre autres. On croit que c'est les autres travailleurs du réseau qui ont besoin d'un coup de main et que les médecins ont leur part jusqu'à maintenant. Alors, c'est d'accord. Ouais, merci. Alors, c'est clair que c'est un problème très grave. Là. Les choses qu'on entend ce soir, ce sont des choses extrêmement sérieuses, quand 60% des membres d'un syndicat de travailleurs, des membres, surtout des femmes, des hommes aussi, disent qu'ils souffrent de détresse psychologique. 35% nous disent qu'ils ont manqué plusieurs jours de travail en raison de cette souffrance-là. C'est clair que le système tient par la peau des dents. Hein? Ça, c'est le résultat d'un paquet de réformes, d'une philosophie très, très délibérée d'appauvrir notre système au fil des ans et puis de dégrader les conditions de travail des travailleurs. Maintenant, quand on est rendu à des chiffres comme ça, à mon avis, c'est qu'il se pose un problème vraiment fondamental. Le problème, c'est comment organiser le travail, comment on va conjuguer nos efforts pour donner des bons soins. On est tous dans le secteur des services, dans le secteur tertiaire. 75% des Québécois à peu près travaillent dans le secteur tertiaire, donc c'est très pertinent
aux soins, mais ça s'applique à toute la société. Alors, on a le choix. Il y a un philosophe qui a réfléchi à ces questions-là dans le siècle dernier, j'imagine. Et puis, il s'est demandé, est-ce qu'on devrait viser qu'est-ce qui va arriver à notre espèce? Est-ce qu'on va mettre en place des synergies mécanisantes sous la... Je vous remercie, M. Tremblay. C'est le temps qu'on avait. Oui, mais M. Tremblay aura l'occasion, très certainement, au courant de la soirée, de nous entretenir de ce qu'il allait avancer. Alors, M. Huard, 2 minutes. Madame de la CAQ, excusez-moi. C'est beau? Allez-y. J'ai fait le saut en politique en 2014. Durant la première partie de mon mandat, j'ai été la porte-parole en famille aînée et lutte à l'intimidation. Et durant la deuxième partie, santé publique et conditions féminines. Bien que je ne me prétende pas spécialiste en santé, mon travail quotidien depuis 4 ans m'ont permis de faire certains constats, d'entendre des témoignages de personnes qui ont eu accès au réseau de la santé, qui ont peiné à y avoir accès et des personnes qui y travaillaient. Au cours de ces 4 années, après l'adoption en vitesse de plusieurs lois, j'ai pu constater que nous avons fait face à un ministre hyper centralisateur qui s'est approprié du système de santé, qui a coupé les ailes des gestionnaires du réseau et qui a épuisé ceux qui rendent des services à la population. Un climat malsain s'est installé, une espèce d'omerta aussi, empêchant certaines personnes de dénoncer ce qui se passait à l'intérieur du réseau. Pire, on a aboli le poste du commissaire à la santé et des services sociaux. Avec un gouvernement de la CAQ, nous allons mettre fin à cette hyper-centralisation. Nous aurons un ministre qui devra miser sur l'écoute et la collaboration. Nous allons prioriser une saine gestion des fonds publics basée sur l'évaluation des résultats et de la satisfaction des patients en utilisant des indicateurs fiables, replacer le patient au centre des décisions et faire confiance aux gestionnaires et aux professionnels afin de rebâtir leur sentiment d'appartenance. Nous allons modifier le mode de rémunération des médecins de famille, passant de la facturation à l'acte à la facturation à la capitation des patients. Nous allons favoriser le travail interdisciplinaire en maximisant les ressources que nous avons besoin. Fini? Et en ajoutant celles dont nous avons besoin. Nous allons travailler à stabiliser les équipes de soins. Nous allons faire en sorte qu'au triage à l'urgence des patients qui ne devraient pas s'y retrouver soient redirigés au bon endroit, soit dans les CLSC, les GMF et les groupes de réseau. Je vous remercie, Madame Lavallée. Vous aurez aussi, vous, l'occasion de continuer et de nous expliquer plus en détail le copieux menu que vous venez de nous énumérer. Alors, Monsieur Huard, de QS, 2 minutes. C'est pas long, 2 minutes, hein, pour présenter. Mais vous allez avoir l'occasion d'élaborer plus tard. Bien, merci. En fait, merci de nous recevoir. Merci d'organiser, comme je disais un peu à la blague, un débat local de Repentigny à Joliette. Donc, je vous remercie beaucoup. Moi, c'est Olivier Huard. C'est la 5e fois que je me présente à Repentigny. Un petit peu, on pourrait dire que je suis un marathonien de la politique. Je suis un père de famille, surtout, qui habite à Repentigny. Mes enfants vont à l'école. Ma grande va à Paul Arsenault, puis mon petit gars va à Mille-des-Ligans, pour ceux qui connaissent. Puis mon rapport au système de santé, c'est que moi, je suis jamais malade. Hein. Je suis comme un super-héros. Fait que mon rapport au système de santé, c'est avec mes enfants. Et c'est très important, justement, quand il y a un enfant qui a un problème, d'avoir accès et pas d'attendre pendant des mois et des mois. Donc, moi, je crois à un système de santé qui est proche des gens et qui est axé aussi sur la prévention, qui n'est pas juste axé sur les pilules, sur les soins. Donc, ça tombe bien parce que mon parti aussi est tout à fait d'accord avec moi. Et surtout, ce qui arrive, c'est qu'avec Québec solidaire, on sort de ce que j'appelle les 3 grandes cages idéologiques qui ont guidé les partis précédents, qui est l'obsession du déficit zéro et le corollaire qui est à peu près impossible d'augmenter les revenus de l'État. Nous, on dit c'est possible, on va augmenter les revenus de l'État pour être capable justement d'offrir plus de services aux gens. Et par rapport à la santé, il y a la cage idéologique de la centralisation et aussi le statut des médecins. Donc, nous, on veut ouvrir ça, puis on veut être capable de provoquer un débat, puis de repousser certains tabous qu'il y a là-dessus. Donc, concrètement, on veut un réseau public qui est centré sur la prévention et la proximité. On veut réduire la rémunération des médecins. Désolé, M. Tremblay. On veut réviser le mode de rémunération. On veut des CLSC 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On veut investir dans la prévention. On veut Pharma-Québec, assurance dentaire universelle,
Et la suite bientôt. Merci, M. Huard. Donc, c'était la première partie, la première portion de notre débat. Ça s'est passé très, très bien, donc vous êtes très disciplinés. Alors, on va passer à la deuxième partie qui constitue des questions à débat. Donc, je vous rappelle les règles, 90 secondes pour répondre à la question et ensuite 2 minutes de débat où vous pourrez vous interpeller les uns les autres. Alors, première question, c'est sur le thème de la santé psychologique des professionnels et des techniciennes de la santé, particulièrement au CIS de Lanaudière, puisqu'on est ici ce soir. Alors, je vous lis la mise en appétit, la mise en bouche, et une question suivra par la suite. Donc, le réseau de la santé, on le dit déjà à quelques reprises ce soir, le réseau de la santé subit réorganisation après réorganisation, compression budgétaire après compression budgétaire, et ce depuis quand même quelques années. Et, bon, ces malheureuses décisions ont résulté en un alourdissement démesuré de la tâche et ont entraîné de graves conséquences sur la santé psychologique des salariés. Comme M. Comeau le faisait remarquer tout à l'heure, la PTS a mené une vaste étude tout récemment sur la santé de ses membres et 60% des répondants ont démontré un indice de détresse élevé ou très élevé au travail. Et 35% ont indiqué avoir manqué plusieurs jours de travail au cours des 12 derniers mois pour des raisons d'ordre psychologique plutôt que physique. Et l'ensemble de ces absences-là étaient dues à du stress vécu au travail, à la surcharge et à un niveau extrême de détresse. Alors, la question, si votre parti forme le prochain gouvernement, quelles seront les décisions que vous prendrez pour sortir le réseau de ce contexte de détresse dans lequel sont plongés nos professionnels et nos techniciens? Alors, c'est la question. On s'attend quand même à des mesures ou des décisions concrètes que vous pourrez expliquer. Alors, je passe la parole à M. Huard, Madame par la suite, en finissant par M. Tremblay. Allô? Oui. Donc, la situation que vous décrivez est inacceptable. Puis, c'est assez clair pour moi que ça vient du fait qu'on a trop pressé le citron. On est rendu avec le CIS de Lanaudière où des employés doivent couvrir tout le territoire. On court partout. En fait, tout est trop gros. L'administration est trop grosse. Les territoires sont trop gros. Donc, je pourrais résumer ça, selon Québec solidaire, c'est « small is beautiful ». Donc, on veut ramener les choses plus proches des gens, à dimension humaine, d'avoir des meilleures relations parents, patients, professionnels. On veut remettre en cause ce qu'on appelle la nouvelle gestion publique, là, qui est dans le fond axée sur les gestions du privé. On veut remettre en cause tout ce qui est ratio professionnel-patient, les indicateurs de performance. Mais on veut surtout donner un milieu de travail attrayant aux gens. Donc, permettre justement que les gens puissent avoir de l'interdisciplinarité, les gens puissent avoir une meilleure... donner plus de place au jugement professionnel des gens, s'ils veulent passer plus de temps ou moins avec un patient. Donc, et surtout, pour alléger la tâche, il faut plus de gens. Donc, on va parler ici d'immigration, reconnaissance des diplômes. On peut aller aussi forcément engager plus de monde. Ça prend plus de moyens. Ça tombe bien, QS propose d'aller chercher plus d'argent. Merci. Madame Lavallée. Le manque de personnel dans le réseau, le temps supplémentaire et l'imposition des réformes de Gaétan Barrette ont engendré une hausse d'absentéisme, de congés de maladie et ont nuit à la rétention du personnel. L'an dernier, pour l'ensemble du réseau de la santé, les congés de maladie ont coûté plus de 515 millions. Un demi-milliard pour du personnel malade, ça ne fait pas un réseau fort.
C'est une augmentation de 102 millions par rapport à 2014 à l'entrée de Gaétan Barrette comme ministre de la Santé. La CAQ s'engage à réduire l'épuisement professionnel dans le réseau de la santé. Le statu quo n'est plus possible. Il faut davantage de postes à temps plein et stables, refaire confiance aux équipes de soins qui sont capables de s'organiser quand elles sont supportées par des gestionnaires qui ont des marges de manœuvre, revoir la composition des équipes de soins et l'organisation du travail en s'inspirant des meilleures pratiques déployées dans certains établissements de santé, consulter, planifier, ne pas agir dans des situations de crise lorsqu'une infirmière perd sa coche sur Facebook. Ça n'a pas de bon sens de réagir à ce moment-là. Et un gouvernement de la CAQ ne va pas jouer dans les structures du réseau de la santé, mais nous allons insuffler plus d'oxygène dans le réseau, redonner aux gestionnaires et aux conseils d'administration des établissements une marge de manœuvre et d'initiative sur leur territoire. Merci. Ni plus ni moins. On ne sait pas si des patients sont morts à cause de ça. En tout cas, s'ils ne sont pas morts, c'est parce que les employés se sont fendus en quatre pour compenser pour l'état de leurs conditions de travail et de leurs collègues. Donc, c'est quelque chose d'important. Il faut des actions vigoureuses puis rapides. On va faire dans un premier temps faire une affectation locale des postes. Il n'y aura plus de postes régionaux. C'est-à-dire que les gens qui travaillent ici à Joliette travaillent à Joliette et non à Repentigny ou à Lachenay. Ça, c'est la première chose. On va mettre en place aussi remettre en place des administrations locales pour savoir qu'est-ce qui marche ne marche pas dans le réseau, puis régler ce qui ne marche pas, ça prend des gens sur le terrain. Donc, on va faire ça dans un deuxième temps. Puis, troisièmement, on va embaucher du monde. La semaine dernière, Mme Lamarre était présente à un débat organisé par la FIC. Elle a dit qu'on allait débloquer 10 millions de dollars de façon urgente pour s'attaquer au fléau du temps supplémentaire obligatoire chez les infirmières. Eh bien, on va faire quelque chose de semblable pour les autres travailleurs du réseau. On va débloquer des ressources immédiatement. Donc, ce sont les trois choses. Les travailleurs restent en place localement, les gestionnaires sont là, et puis on embauche des ressources. Merci. Alors, on vous laisse la place au débat. Vous aurez 120 secondes, j'allais dire 120 minutes, un peu long, mais il y aurait sans doute à dire pour aussi longtemps que ça, mais ça sera 120 secondes pour vous interpeller les uns les autres et débattre de vos positions respectives. Alors, allez-y. Bien, moi, je peux peut-être finir mon idée philosophique qui avait mis au moins une personne en haleine, gracieusement. Alors, c'est ça, on a le choix entre une façon de conjuguer nos efforts qui est mécanisante puis qui est brutale, ça on l'a bien connu sous le régime de M. Barrette, avec des coupures et puis des réformes de structure, de la mécanique puis des coups de pied dans le cul. Ça ne marche pas, ces affaires-là. Ou bien on peut faire des synergies de sympathie. Moi, assez tôt dans ma carrière, j'étais chef de service aux soins intensifs, fait que une des premières études que j'ai lues pour voir là, de quoi il ressortait, comment on organisait ça, des soins en équipe, c'est une étude qui démontrait clairement qu'un des facteurs qui baissait la mortalité chez les patients aux soins intensifs, parmi les plus malades, évidemment, à l'hôpital, c'était quand il régnait un climat de confiance entre les travailleurs de l'équipe. Donc, cette idée-là de synergie, de sympathie, ce n'est pas des mots en l'air. Quand les gens au sein de l'équipe se font confiance mutuellement, sont capables d'anticiper les angles morts de leurs collègues de travail, puis d'y pallier parce qu'ils s'entendent bien les uns les autres, ça sauve des vies. Ça, c'est prouvé. Donc, il faut qu'on aille dans cette direction-là. On sait tous que le gouvernement qui est en place depuis 15 ans a fait le contraire. Moi, je m'inquiète honnêtement de ce que proposent les gens de la Coalition Avenir Québec. On sait que M. Legault est un grand fan des tests. Il veut soumettre les immigrants à des tests, par exemple, pour voir s'ils sont bien intégrés, 3 ans après leur arrivée. Il a toujours parlé de tests aux professeurs, aux enseignants, une autre catégorie de travailleuses qui en arrache beaucoup dans notre système. Bon. Et puis aussi, oui. il veut couper 5 000 postes dans la fonction publique. Monsieur Tremblay? Merci. Alors, je vous remercie. Le 2 minutes a été presque entamé et terminé par vous. Ce que je vais faire pour laisser la place aux autres candidats, c'est d'ajouter un 2 minutes au débat. Levez la main
quand vous voulez parler et essayez d'être succinct dans vos commentaires. Je ne veux pas vous couper parce que c'est intéressant, mais en même temps, si on ajoute des 2 minutes, on risque de dépasser. Non, c'est parce que j'attendais ma citation philosophique, là. C'est pour ça que je voulais pas le couper. Arrivé. Écoutez, on regardera ça à la fin de la... C'est pas on grave. va garder ça pour le dessert. Alors, j'ajoute un 2 minutes, si vous le permettez, si la salle le permet, pour pouvoir vous laisser de la place. Alors, Madame de la CAQ. Je n'interviendrai pas sur ce que mon collègue a dit parce que je ne me présente pas contre des gens, mais je me présente pour la Coalition Avenir Québec. Et je dirais une chose, c'est que la conciliation travail-famille, dont on va parler tout à l'heure, et le temps supplémentaire obligatoire, ça ne fait pas bon ménage. C'est sûr que lorsqu'on n'arrive pas à bien gérer ça à la base, je comprends aussi qu'à un moment donné, il y a une fatigue qui s'installe, puis que je regarde juste les infirmières, là, on n'arrive pas. Puis ce que j'ai entendu souvent à mon bureau, c'est qu'il y a une mauvaise planification des absences tôt dans la journée. Merci, Madame. Monsieur Huard. OK, je suis d'accord qu'on est là pour les gens, mais il faut quand même questionner certaines choses. Je veux dire, il y a eu 5 grandes réformes depuis les années 90. La première réforme, c'était une réforme péquiste, qui était la réforme de François Legault. Puis ça a été un des premiers à introduire les indicateurs de performance. Et par la suite, ça a été continué. Moi, j'aimerais bien vous entendre là-dessus au moins, parce que je ne pense pas qu'en ce moment, les indicateurs de performance, les ratios trop élevés, dans le concret, c'est remis en question par vos partis, là. Ça, si on parle de santé psychologique, puis presser le citron, on est dans le cœur du problème. Là. Moi, je pense que ce serait intéressant qu'on en parle aujourd'hui. Les indicateurs, est-ce que vous voulez éclairer M. Huard là-dessus? Je pense que le ministère de la Santé doit s'occuper d'établir les orientations, puis établir les indicateurs de performance et l'évaluation des résultats, mais non pas... Il faut décentraliser. C'est-à-dire que là, le ministre a tout centralisé chez eux, alors que ce n'est pas le rôle du ministre et ce n'est pas le rôle du ministère de faire ça. Monsieur Tremblay, en 5 secondes. Oui, bien, les indicateurs de performance, la réalité au Québec, c'est que l'espérance de vie est aussi haute que partout au monde. La mortalité infantile, la mortalité maternelle sont basses. Ce dont on parle, là, c'est des indicateurs qui, généralement, écœurent les travailleurs. Hein, on leur force à documenter un paquet d'affaires. Tremblay. Alors, c'est fort intéressant et ça fait très bien l'introduction à ma prochaine question, où on parle d'autonomie professionnelle. Et quand on parle d'autonomie professionnelle, la question des indicateurs de performance est bien sûr sur la table. Alors, on constate, donné à l'appui, qu'au 6 de la Nodière, il y a une augmentation des charges de travail dans plusieurs professions, une augmentation de la reddition de comptes et des décisions administratives allant à l'encontre du jugement clinique des professionnels et des techniciens. Pour la PTS La Nodière, c'est une détérioration significative de l'autonomie professionnelle. Nous aimerions vous entendre sur des mesures concrètes que votre parti mettrait en pratique s'il devait accéder au pouvoir dans l'objectif concret d'améliorer l'autonomie professionnelle des professionnels et des techniciens qui sont ici ce soir. Peut-être je pourrais vous mentionner quelques titres d'emploi qu'on a, juste pour vous resituer. Donc, on a tous les professionnels, les intervenants en services sociaux, on a des physiothérapeutes, on a des ergothérapeutes, on a différents titres d'emploi, des éducateurs. Alors, on demande d'avoir des mesures concrètes pour rattraper l'autonomie professionnelle qui était là et faire en sorte que le jugement clinique soit en priorité. Alors, on aimerait 90 secondes, la même chose, et peut-être 120 secondes qui suivra pour le débat. Alors, Monsieur le compteur, avez-vous pris le tour? Alors, c'est Madame Lacaque qui avait commencé. On est rendu déjà à Monsieur... C'est à Madame Lavallée qui commencera la réponse. Ça fait des années qu'on parle d'interdisciplinarité. Différents professionnels de la santé, comme les IPS, les pharmaciens, les hygiénistes dentaires réclament à juste titre plus d'autonomie professionnelle.
Un gouvernement de la CAQ s'engage à décloisonner la pratique médicale pour permettre aux professionnels de la santé d'utiliser toutes leurs compétences. Par exemple, on parle de l'interdisciplinarité doit être davantage favorisée. La rémunération à l'acte des médecins de famille limite encore l'utilisation des connaissances et des compétences des infirmières. Comment justifier en 2018 que des infirmières praticiennes spécialisées soient médicalement supervisées par des médecins qui peuvent recevoir une prime annuelle de 30 000 $? Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Il faut réduire les tâches administratives afin que les professionnels de la santé puissent se consacrer aux soins directs aux patients et moins à la bureaucratie. La reddition de comptes est justifiée, mais trop, c'est comme pas assez. On m'a beaucoup parlé de la paperasse qui doit être remplie par les professionnels de la santé. Je n'en suis pas une experte. Est-ce qu'il est possible d'en avoir moins? J'imagine. Il faut décentraliser, faire confiance aux équipes de soins de terrain. Il faut que les PDG des établissements de santé soient nommés par des conseils d'administration forts et indépendants. De plus, les gestionnaires sur le terrain doivent retrouver l'autonomie qu'ils avaient auparavant plutôt que de tout faire remonter dans la machine à saucisses. Merci, Madame Lavallée. Donc, Monsieur Tremblay. On parle, tout le monde, quand c'est le temps des élections, on parle de l'éducation, hein? On parle de valoriser l'éducation, puis on aboutit avec un système où est-ce qu'on forme des technologues, des professionnels très compétents, puis après ça, on leur impose des protocoles. On débarque d'un hôpital, puis on ne demande pas si les résultats sont bons ou sont pas bons. On leur dit, à cette heure, vous allez faire ça de même. Ça n'a tout simplement pas de bon sens. Les protocoles, puis la standardisation des tâches devraient être réservées pour des cas où ça a été prouvé que ça fait une différence. Une liste de vérification dans la salle opératoire pour ne pas oublier un instrument dans un patient, ça, c'est une bonne idée. Mais dire à un psychologue, un ergothérapeute, un psychologue ou un physiothérapeute, qu'est-ce qui est important quand il est avec un patient? Combien de temps il devrait passer à l'évaluation du genou ou du cou? C'est absolument ridicule, ça n'a pas lieu d'être. Donc ça, c'est la première étape pour l'autonomie. Ce concept-là est au cœur de la plateforme du Parti québécois. Nous, on veut ouvrir le code des professions, ni plus ni moins, on s'engage à faire ça. Hein? On veut mettre des IPS dans les CLSC de toute la province. Ça, c'est pour augmenter l'accès aux soins. Là, on y reviendra tout à l'heure. Donc ça, on veut plus que les IPS soient assujettis à un partenariat avec les médecins. Hein? Ce n'est pas nécessaire, ils ont la formation. La même chose pour les hygiénistes dentaires. On veut qu'il y ait d'un CHSLD donner des soins. Ils n'ont pas besoin d'avoir un dentiste qui les surveille pour faire ça. C'est deux mesures concrètes. Il y a un programme de psychologie qui s'en vient, un projet pilote, là. Les psychologues doivent être au cœur de ça, là. Ça n'a pas besoin d'être, encore une fois, un checklist pour diagnostiquer des troubles psychologiques. Les psychologues, en tout cas. Merci, M. Tremblay. M. Huard. Bien, je pense qu'on a une communauté d'esprit ici. Je pense que dans ce qui est de l'autonomie professionnelle, ça n'a aucun sens de donner des quotas de nombre de patients à voir par jour. L'important, c'est la qualité. Puis il faut faire confiance au jugement professionnel des gens. Donc, de toute façon, moi, je suis un patient par rapport au niveau de la santé. Donc, moi, ce que je veux, c'est pas nécessairement voir un médecin que pendant que je le vois, ça se fait très, très vite. Je veux que ça soit de qualité. Donc, le médecin, je pense j'ai confiance qu'il va être capable de prendre le temps qu'il a besoin pour me traiter ou traiter mes enfants. Mais au-delà de ça, comme je disais, il faut avoir des milieux de travail qui permettent ça aussi. C'est sûr qu'on veut une organisation participative, on veut aider la multidisciplinarité. Puis c'est pour ça qu'on parle des CLSC. C'est la mission première, puis sortir les médecins des GMF et les professionnels et les spécialistes, puis les mettre dans les CLSC qui vont servir de première ligne et créer un climat de travail, justement, où tout le monde va se parler, tout le monde va travailler ensemble. Moi, je suis très content de savoir que les IPS auront pu assister à des médecins. Je pense qu'on s'entend là-dessus globalement. Il y a une première clinique sans médecin qui est ouverte à Québec. Mais ça cache quand même un éléphant dans la pièce, c'est qu'il y a quand même toujours des médecins en arrière. Donc, je pense que c'est une des bonnes voies d'avenir de faire ça, puis je pense qu'on s'entend là-dessus. Peut-être qu'il n'y aurait peut-être pas beaucoup trop de débats sur cette question-là. Moi qui voulais vous laisser 1 minute de plus. Alors, on va commencer avec le 120 secondes de débat. Si jamais on voit que vous avez plein de choses à dire, peut-être qu'on ajoutera 1 minute pour vous permettre de débattre. Alors, allez-y. Bien, en fait... Peut-être avez-vous des questions à vous poser? Oui, bien c'est ça. En fait,
C'est sûr que nous, à Québec solidaire, on a des gros yeux sur les médecins en ce moment, mais je vois qu'on a quand même un certain allié ici, parce qu'on a un médecin pour le service public. Mais je voudrais savoir qu'est-ce que vous en pensez, vu qu'on a la chance d'avoir un médecin ici aussi, par rapport à ce que je viens de dire, par exemple, sortir les médecins, les envoyer dans des CLSC, décloisonner la profession. Ben, il y avait une question ultérieure sur les GMF, mais bon, Ouais. on dit qu'on y est. Les GMF ont été créés, les médecins n'ont jamais investi les CLSC pour différentes raisons. Mais l'accès était très déficient pour les patients québécois, il l'est encore d'ailleurs. On les a regroupés, ils ont accepté de se regrouper au sein de GMF. Hein? Donc, le problème avec ça, c'était quelque chose qui était bon, c'est-à-dire que pour qu'il y ait des heures d'ouverture prolongées la fin de semaine, le soir, c'est une bonne idée qu'il y ait des GMF. Maintenant, ce qui s'est fait au fil des dernières années, c'est qu'on a accentué un transfert des autres professionnels également. Hein, que ce soit des infirmières, des psychologues, des nutritionnistes, des pharmaciens. Les GMF, il faut savoir que c'est des corporations privées. Là. Il y en a qui sont à but lucratif. Donc, on a vraiment étiré la... Si vous permettez, M. Tremblay, c'est fort intéressant. Par ailleurs, effectivement, il y a une question spécifique sur le démantèlement des CLSC vers les GMF. En tout cas, en bref, on partage l'idée. Une autre chose qui est au cœur de notre réforme, c'est la revalorisation des CLSC. On veut mettre des infirmières praticiennes spécialisées de première ligne là. On veut augmenter les soins à domicile qui sont prodigués essentiellement à partir des CLSC. Donc, on veut redonner la place dans le système de santé québécois aux CLSC, puis on va cesser le transfert de ressources professionnelles vers les GMF. On va voir. Alors, le 2 minutes est passé. Madame de la CAQ, avez-vous quelque chose à ajouter? Parce que je peux ajouter une minute au débat. Oui? Ça va? OK. Si ça va, on va passer finalement à la troisième question, qui est, bien, ma foi, GMF et CLSC. Vous avez vraiment le tour de placer l'introduction vers la prochaine question. Alors, mise en situation, le CIS de Lanaudière, sous directive gouvernementale, veut élargir la création de GMF. Pour notre part, nous considérons l'avènement des GMF comme une forme de privatisation, puisque ces GMF sont administrés par des médecins avec des ressources professionnelles dans le réseau. Et c'est vrai par ailleurs de plus en plus, on ramène aussi des professionnels dans ces GMF-là. Alors, la question, est-ce que votre parti va continuer? Pour certains, vous avez déjà ébauché un peu la réponse. Alors, est-ce que votre parti va continuer l'élan de privatisation en faisant la promotion de GMF dans les mêmes règles qu'on connaît présentement, ou s'il verra à revaloriser les CLSC, la prévention qui se fait en CLSC, les professionnels qui donnent des services en CLSC, pour reprendre finalement le contrôle sur les dépenses publiques et sur je dirais revaloriser le public plutôt que le privé. Alors, vous étiez déjà sur un élan. Je pense que là, c'est M. Huard qui doit commencer à répondre à la question. Alors, allez-y. Bien, pour Québec solidaire, c'est clair qu'on veut freiner tout le mouvement vers le privé. Nous, on trouve que c'était bien parti au début des années 80. Donc, on veut achever l'œuvre de la Révolution tranquille avec les défis du 21e siècle. Les gouvernements des années 70 ont justement doublé, et même plus que doublé, les revenus de l'État. Et depuis ce temps-là, tout ce qu'on fait, c'est réduire ça tout le temps. Donc, on veut aller chercher les moyens qu'il faut. Et ce n'est pas avec le privé que ça va se faire, parce que les coûts augmentent toujours avec le privé. Les assurances privées, par exemple, ne négocient pas les coûts de médicaments. Donc, les coûts de médicaments explosent. Donc, c'est en lien direct, selon moi, avec les GMF. Je pense que c'est un mauvais modèle. Il faut revenir à l'idée des CLSC, justement. Je vais être en accord là-dessus avec la revendication de la PTS. Mais sous-jacent à ça aussi, il y a toute
le mode de rémunération des médecins et le statut des médecins. Donc, en ce moment, les médecins sont des travailleurs autonomes qui sont salariés de la RAMQ. Et en plus, le Collège des médecins siège sur le conseil d'administration de la RAMQ. C'est un peu spécial. Mais tout ça, ça implique plusieurs comportements, comme justement ce qu'on voit chez les GMF. Pourquoi que M. Tremblay disait les médecins ne sont pas allés en CLSC? Bien, je veux dire, excuse-moi, mais si tu es un travailleur, tu es un salarié, tu appliques pour une job, bien, on va t'engager dans un CLSC. Tandis que si tu es un travailleur autonome, bien, ça peut faire les comportements qu'on voit aujourd'hui. Donc, il y a le modèle français, par exemple, où les médecins sont salariés, ça fonctionne. Merci, M. Huard. Madame Lavallée. Pour nous, un gouvernement de la CAQ entend poursuivre les modèles des GMF et des CLSC. Un gouvernement de la CAQ dressera un portrait réel de l'accès aux soins de première ligne le soir et la fin de semaine et augmentera les heures d'ouverture des GMF, les CLSC et les cliniques réseau où l'accès est insuffisant. La CAQ va revoir le programme de financement des GMF, déployer des IPS en première ligne et revoir l'organisation du travail dans les cliniques en collaboration avec les professionnels de la santé. La CAQ s'est engagée à investir 800 millions d'ici 4 ans pour bonifier les soins à domicile. Cet investissement permettra au CLSC d'embaucher davantage des ressources professionnelles pour offrir des soins et nous protégerons l'enveloppe pour le maintien à domicile afin d'éviter que les établissements de santé utilisent ce budget pour financer d'autres dépenses. On a annoncé aussi 40 millions pour le dépistage systématique des troubles d'apprentissage dans les CLSC et dans certains hôpitaux spécialisés comme Sainte-Justine. La CAQ est aussi sensibilisée aux enjeux liés à la prévention. Effectivement, au Québec, seulement 2,8 % de son budget en santé va en santé publique et dans les saines habitudes de vie, comparativement à 5,5 % en moyenne au Canada. Le Québec doit amorcer un rattrapage et la CAQ travaillera sur un plan pour encourager les saines habitudes de vie afin de lutter contre l'augmentation du taux d'obésité et des maladies chroniques. Merci, Madame Lavallée. Monsieur Tremblay. Pour nous, on ne veut pas enclencher une autre grosse réforme de structure. Hein. Les CLSC, les GMF sont là. Ils ont contribué à améliorer un petit peu au fil des ans l'accès à la première ligne. Donc, on n'y est pas question pour nous d'abolir les GMF. Par contre, on veut redonner de la place au CLSC, comme je le disais, en mettant des infirmières praticiennes spécialisées, en augmentant les ressources au soutien à domicile. On veut aussi investir 60 millions dans le traitement puis le dépistage de la déficience intellectuelle et des troubles du spectre de l'autisme, 60 millions pour chaque, à partir des CLSC avec les ergothérapeutes, les orthophonistes. Donc, on veut redonner de la place au CLSC. Personnellement, ce n'est pas un engagement du parti, mais je sais qu'on a beaucoup fait une des mesures les plus fructueuses pour enrayer les pénuries de médecins en régions éloignées. Ça a été de déplacer la formation des médecins de famille. On forme des médecins de famille à Gaspé, maintenant à Gatineau, à Chicoutimi, à Rimouski, à Val-d'Or, partout dans le Québec. Donc ça, c'est une bonne façon. On amène des enseignants, on amène des jeunes médecins, puis plusieurs s'installent en région comme ça. On devrait faire la même chose où est-ce qu'il y a des déserts médicaux qui sévissent à Montréal, puis pas si loin de Montréal. Donc, en implantant des UMF dans les CLSC, c'est une autre façon de les valoriser par leur mission éducative. Donc, de plusieurs façons, on peut bonifier, améliorer les CLSC sans enclencher une réforme dont personne n'a besoin d'une autre réforme. Merci, Monsieur Tremblay. Monsieur Huard. Bon, je suis d'accord qu'il n'y a personne qui veut une réforme de structure, mais je veux dire, la structure est rendue tellement lourde qu'il va falloir maintenant rentrer dedans. Là. Je veux dire, moi, je ne comprends pas qu'on puisse continuer à défendre les GMF quand, en fait, c'est une porte d'entrée pour le privé. Ça a été démontré. Ce n'est pas la principale porte d'entrée, c'est plus les régimes d'assurance privée, tous les services privés autour mais, je veux dire, l'apport du privé en santé a doublé depuis les années 70. Puis, je ne pense pas que les GMF vont permettre d'aider à ce niveau-là. Je trouve pas que c'est très responsable. Ça a été une structure qui a été installée, je pense, qui est comme un peu un plaster. Il faudrait revenir justement au service de santé de proximité, qui est la vraie cure au problème, à mon sens. Bien, Mme Lavallée a raison quand elle dit qu'on investit trop peu d'argent en prévention au Québec.
C'est sûr que les CLSC font partie de l'approche populationnelle. C'est une des choses que je reproche. J'étais l'auteur d'un rapport par les médecins québécois pour un régime public qui dénonçait le fait que les GMF n'avaient pas... Est-ce que j'ai interrompu? Oui. Il y a Madame de la CAQ qui lève un protest. Alors, j'aimerais... Parce que je me demandais si on était rendu au débat. Parfait. Alors, on est au débat, c'est parce que Mme Lavallée pensait qu'on était à la période de réponse. Donc, voilà. Pour clarifier la situation, je m'excuse de vous avoir interrompu. Que disais-je? Oui, c'est ça. Ben, La médecine populationnelle. oui, c'est ça, l'approche populationnelle. C'est-à-dire que pour avoir accès à un GMF, il faut être inscrit auprès du médecin de famille. Hein? Alors que le CLSC, on cogne à la porte, puis normalement, on reçoit des services s'il y a quelqu'un pour nous servir, pour nous soigner. Donc, l'approche populationnelle est supérieure, à mon avis, elle permet la prévention, puis tout ça. Sauf que, comme je le disais, je pense que les GMF sont là, ils font partie d'une solution. C'est peut-être pas l'idéal, mais on ne vit pas dans le monde idéal. Là. Je pense qu'on peut y aller, pas jeter le bébé avec l'eau du bain, là, renforcer les CLSC, puis voir ce que les GMF Il peuvent reste 20 secondes. Madame de la CAQ, avez-vous quelque chose à dire dans le présent débat? Bien, moi, ce que je dirais, de toute façon, je pense que tout est là. Donc, il faut optimiser tous les services qu'on a actuellement, que ce soit les GMF, les CLSC, redonner un rôle important aux CLSC, mais on ne peut pas abandonner les GMF, ils sont là. Donc, sinon, on va retoucher aux structures, puis je pense qu'il n'y a plus personne qui a besoin de ça actuellement. Donc, c'était la conclusion sur la question des GMF. Alors, on comprend bien la position de chacun des partis sur cette question-là. Maintenant, il y a une deuxième question au volet privatisation et prévention. Une fois que les citoyens de la région de Lanaudière sont pris en charge par le système de santé, tout semble aller pour le mieux. Mais dans les faits, les temps d'attente pour les services sont de plus en plus longs. Attendre jusqu'à 3 ans en nutrition clinique, attendre de plusieurs mois, voire des années en orthophonie pour les 0-5 ans, des traitements d'ergothérapie post-opératoire qui sont envoyés au privé, faute de ressources au public, etc. On pourrait prendre des exemples ici ce soir, on en aurait tout plein. Alors, moi, j'aimerais savoir, moi, comme animatrice, au nom de ces gens, qu'entendez-vous faire? Qu'est-ce que votre parti entend faire pour que ces interminables listes d'attente puissent avoir des délais raisonnables? Alors, des mesures concrètes. Comment on réduit ça, ces délais d'attente-là? Et, pas juste que ce soit inscrit sur une liste, mais que les patients soient vus et suivis. C'est au tour de... Monsieur, oui, Madame. Des milliers d'aînés peuvent attendre jusqu'à plusieurs mois avant de recevoir certains soins à domicile. Dans les CLSC, des parents attendent jusqu'à 6 mois avant que leur enfant obtienne un diagnostic et un autre 6 mois avant une première consultation, puis des patients attendent encore 14 heures aux urgences. La majorité des patients sont incapables d'obtenir un rendez-vous et de rencontrer un médecin le jour même ou le lendemain. Lorsqu'ils sont malades, les gens vont aux urgences pour des petits problèmes parce qu'ils n'ont nulle part autre où aller. Les GMF sont fermés la moitié du temps, le soir et les week-ends. Il faudra, pour régler une partie du problème, c'est de revoir la rémunération des médecins de famille pour qu'on y aille sur le financement par capitation, ouvrir des consultations médicales sans rendez-vous pour des patients orphelins dans les CLSC, les GMF et les cliniques réseau, déployer Rendez-vous Santé Québec, augmenter les heures d'ouverture de certains GMF, CLSC, cliniques le soir et la fin de semaine, donner plus d'autonomie aux infirmières et aux pharmaciens, améliorer l'accès aux soins de première ligne et signer des ententes avec des cliniques pour transférer les patients en dehors des urgences, investir 200 millions par année pour les soins à domicile et déposer une première politique sur les aidants naturels, 40 millions dans les CLSC pour le dépistage de troubles d'apprentissage des jeunes enfants et enfin, ouvrir davantage de plateaux techniques dans les hôpitaux pour les chirurgies et examens spécialisés. Monsieur Tremblay. Oui, je dirais que la pierre angulaire de notre stratégie pour augmenter l'accès, c'est le déploiement des infirmières praticiennes. Je n'aime pas ça me répéter, j'ai l'impression de faire ça. Là. Mais on veut ouvrir les CLSC de 9 h du matin à 21 h le soir.
en déployant ces femmes-là, ces hommes-là qui sont capables de répondre à plusieurs urgences mineures puis prendre en charge des problèmes chroniques aussi. Ça, c'est la première chose. On les place en CPE en rôle. On parle de dépistage de problèmes, des troubles d'envahissement du développement, des choses comme ça. Si nous, on veut ouvrir toutes les places pour les jeunes, dans place en garderie, que ce soit dans des CPE où est-ce qu'il y a des gens qualifiés qui peuvent repérer des problèmes, puis ensuite les référer dans des CLSC où est-ce que, comme je l'ai dit, on va investir 60 millions pour la déficience intellectuelle et 60 millions pour les troubles du spectre de l'autisme. Donc, il y a des ressources, de l'argent là pour les ergothérapeutes, les orthophonistes, des CPE où est-ce qu'on peut détecter les gens, et puis les gens vont se parler. Donc, pour l'accès, en gros, c'est ça, mais l'autonomie a un rôle très important pour l'accès aussi. On entend tous les jours des histoires de gens qui se présentent aux urgences, ils voient l'infirmière de triage qui serait parfaitement capable de demander un rayon X pour une blessure à la cheville ou une toux, ou bien même avoir accès aux spécialistes pour discuter d'un cas. Mais tout doit attendre l'urgentiste qui, lui, est en train de réanimer un cas grave. Donc, l'autonomie professionnelle, ça peut beaucoup faire pour diminuer les délais d'attente en utilisant vraiment les compétences de tout le monde. Merci, M. Huard. C'est une question qui est très large. Il faut commencer, pour réduire les délais d'attente, il faut commencer par ce qui est à l'extérieur du système de santé pour essayer de faire en sorte que les gens y viennent le moins possible, ce qui ferait déjà moins de gens dans les délais d'attente. Donc, les déterminants de la santé, comme partie, on va agir de façon, au niveau de la société, sur ce qui est de la pauvreté, l'éducation, le logement, tout ce qui peut rendre les gens malades. On va investir énormément en prévention. Donc, c'est beaucoup de travailler en amont. Donc, déjà là, ça peut aider à réduire les temps d'attente. Après ça, rendu dans le système, ça prend plus de monde. Je suis content d'entendre qu'on va décloisonner un peu les systèmes, les professions. C'est vraiment, il y a énormément de facteurs qui peuvent changer ça. Et pour avoir plus de monde, bien, il faut avoir aussi des milieux de vie attrayants. Donc, comme depuis tantôt je l'ai dit, c'est quelque chose, un système de santé plus à échelle humaine, ce qui fait qu'on va pouvoir retenir nos gens, pas être obligé de toujours engager tout le temps plus de gens. Pour ce qui est des nouvelles embauches, bien, on parle d'immigration dans cette élection aussi, mais on sait qu'il y a des professionnels de la santé qui viennent de d'autres pays qui se font bloquer leur reconnaissance professionnelle. Donc, c'est une chose aussi qui nous permet de faire les choses. Puis, moi, je suis d'accord avec la mesure des facultés de santé et d'éducation qui s'en vont en région. Ça, c'est une très bonne idée. C'était la fin. Donc, débat, mesdames, non, madame, messieurs. Allez-y. C'est quand même intéressant là, de parler en termes d'autonomie. J'aimerais vous entendre là-dessus. Autonomie des professionnels qui peut améliorer les listes d'attente, la diminution des listes d'attente. Qu'est-ce qu'on entend par autonomie selon... vous en avez glissé quelques mots, mais j'aimerais vous entendre encore plus là-dessus. Vous parlez de cliniques où il y a des infirmières qui sont vues au triage, mais voyez-vous au-delà des infirmières? Est-ce qu'il y a des professionnels? Est-ce que vous voyez des professionnels qui peuvent avoir qui peuvent poser des diagnostics? On parle de santé mentale, on parle de santé psychologique. J'aimerais vous entendre un petit peu plus sur cette question-là, si possible, dans votre débat. Allez-y, Madame Lavallée. Bien, je rajouterais, parce que je sais que les pharmaciens ont fait une sortie ce matin, justement, sur le rôle accru qu'ils pourraient exercer. Puis, c'est des gens que j'avais rencontrés pendant les 4 dernières années. Micro. Je suis pas proche. C'est correct? Encore? OK. Donc, je pense qu'il faut les écouter aussi parce qu'ils font partie, ce sont des professionnels aussi, puis ils font partie aussi de la solution. Donc, toute la problématique du renouvellement des prescriptions, tout ça, tu sais, à un moment donné, c'est correct d'aller chez le médecin, mais on n'est pas toujours obligé d'aller. Fait qu'il faut dégager. Les médecins ont un gros travail à faire, sont déjà débordés. Puis je pense que si on peut utiliser les services à l'extérieur, autres, mais on va tous être gagnants. Je ferai un ricochet. Moi, je suis d'accord, là. Ce qui a été dit, je ferai un ricochet sur l'éducation. Il y a un rôle à jouer. Les cours d'éducation de santé sexuelle, de nutrition, c'est très important de réinstaurer ça.
Je ne sais pas si les autres partis sont d'accord avec ça, mais ça permet à tout le moins aux jeunes d'être bien éduqués. Puis c'est rendu un des principaux déterminants maintenant en santé. C'est plus nécessairement la médecine lourde, les médicaments qui vont augmenter l'espérance de vie ou la qualité de vie. C'est le niveau d'éducation. Parler de prévention, finalement, encore, en amont. C'est en lien avec les préventions. Oui. Ouais, Monsieur Tremblay. Il y a des exemples. Par exemple, moi, j'ai souvent entendu des doléances de nutritionnistes avec qui je travaille aux soins intensifs, avec qui j'ai une relation parfaitement harmonieuse, mais qui, dans d'autres départements, voient leurs recommandations bafouées ou leurs prescriptions négligées, là, alors qu'elles sont les expertes dans un domaine. Je sais pertinemment que certains de mes collègues médecins connaissent à peu près rien à l'alimentation, mais ils ont l'autorité d'écrire des ordonnances et puis de respecter ou de ne pas respecter ce qui a été suggéré par... Des fois, c'est pertinent, les médecins peuvent avoir une perspective unique, mais je pense qu'il incombe au médecin, dans ce cas-là, d'en discuter avec son collègue. Donc, il y a des choses qui, sans changer le code des professions, peuvent être améliorées. Dans ce cas, ça prend des gestionnaires responsables sur le terrain qui disent, écoutez, si on a embauché quelqu'un qui a cette expertise-là, on veut que les patients en bénéficient. Et puis, on peut s'asseoir puis parler au monde. Ça, c'est une piste de solution. Maintenant, élargir autant que possible le champ de pratique des gens, c'est à ça qu'on aspire, là. Il faut s'asseoir avec tout le monde. Ça vaut en fait, ça vaudrait un chantier au Québec, comment on appelle ça, là, les fameuses commissions, les choses comme on assoit tout le monde à la table. Parce que on a fait les réformes de structure, on a garoché de l'argent dans le système, puis ça n'a rien donné. Alors, à mon avis, la clé est dans les compétences de chacun. Puis c'est ça qu'il faut aller libérer. Donc, on pourrait aller, Absolument. selon vous, de travailler sur de la délégation d'actes dans différentes le plus loin professions. possible selon les compétences des gens, puis faire confiance aussi que ce sont des professionnels responsables qui connaissent leurs limites, qui sont capables de dire, bon, ici, j'ai besoin, comme un médecin généraliste consulte un spécialiste, je veux dire, c'est naturel. Alors, c'est la fin. Ça va vite, ça va rondement. Alors, je dirais le dernier thème, avant la période de questions qui est en provenance des gens. Alors, ça touche la santé des femmes, ça touche les mesures de conciliation travail-famille. Donc, la PTS est constituée de 86 % de femmes. Comme nous le savons tous et toutes, bon, les femmes sont encore les principales, ou à tout le moins encore très visées là, par les tâches quotidiennes à la maison, par le soin des enfants, par le fait qu'ils sont souvent des aidantes naturelles pour leurs parents. Mais ça ne les empêche pas de travailler comme professionnelles et d'être autant performantes que les hommes au travail. Alors, évidemment, c'est sûr qu'il y a déjà des mesures de conciliation travail-famille dans les conventions collectives. Il y a déjà des choses qui existent dans l'horaire 432, les horaires comprimés, ce genre d'horaire-là qui fait qu'on peut souffler un peu. Bien évidemment, quand les employeurs acceptent de donner ces congés-là, parce que je vous dirais que dans les dernières années, on fait face à une fermeture assez évidente là, de plusieurs employeurs, dont le CIS de Lanaudière. Donc, on a des mesures, mais on n'arrive pas à les faire appliquer. Outre ça, il y a d'autres façons de travailler la conciliation travail-famille. La PTS, à l'instar de plusieurs organisations, des organisations communautaires, des organisations syndicales, réclame depuis déjà plusieurs années une loi cadre pour la conciliation travail-famille pour que ce soit finalement une loi déjà là et que ce ne soit pas quelque chose qui est aléatoire, finalement, je te le donne pas. Puis là, on ne parle pas de congés parentaux, on parle de conciliation travail-famille. Donc, on veut, au Québec, une loi cadre sur la conciliation travail-famille, études même. Alors, quelle serait la position? Seriez-vous prêt à vous engager
à supporter une telle position? Puis peut-être que vous l'avez déjà fait comme parti là, antérieurement, parce que ce n'est pas nouveau comme demande. On demande ça, c'est récurrent. Alors, est-ce que vos partis respectifs sont en faveur d'une telle loi? Monsieur Tremblay. Bien, je vais être bien franc, j'ai reçu cette question-là hier, j'ai demandé à quelqu'un, puis j'ai pas eu de réponse. Donc, je ne sais pas si je peux m'engager au nom du Parti québécois. Ce que je peux dire, par contre, c'est que l'idée me semble, si on veut, toute naturelle. Ça m'apparaît quelque chose qui est prioritaire. Ce que vous avez dit, les femmes, les hommes aussi, sont de plus en plus, disons, participent de plus en plus aux tâches familiales quand même, moins que les femmes, on le sait, mais bon. Donc, ça m'apparaît quelque chose d'absolument naturel à notre époque. Là. Je ne veux pas paraphraser un premier ministre canadien, mais à notre époque, mettons. Et puis bon, les autres mesures qui me semblent intéressantes, auxquelles on a déjà fait allusion, c'est de l'affectation locale des postes. Là, on passe moins de temps dans le transport. Ça m'apparaît quelque chose qui fait partie d'une meilleure conciliation travail-famille. Quand on n'est pas dans la voiture, on est à la maison peut-être. Le Parti québécois, vous le savez, propose d'installer des cantines dans les écoles avec des repas sains et puis savoureux. Et puis à prix abordable, modulé selon les revenus du ménage. Donc ça, c'est moins de temps passé à faire des lunchs le matin à la course. C'est une façon de concilier travail, famille, études. Donc c'est deux mesures concrètes qui me viennent à l'esprit. La loi cadre, comme je vous dis, je connais pas la position officielle du Parti québécois, mais ça me semble tout naturel. Bien, je vous remercie. Monsieur Huard. Oui, en fait, moi aussi, je n'ai pas de position spécifique sur la loi cadre. C'est sûr qu'on est pour la conciliation travail-famille, évidemment. Moi, je viens du milieu écologiste. La loi sur la qualité de l'environnement, elle est très forte. Ce n'est pas une loi cadre. Puis on demande justement une loi cadre pour qu'on arrête justement de la contourner. Mais il faut comprendre qu'une loi cadre, c'est juste le niveau en dessous d'une loi constitutionnelle. Là. Donc, je ne sais pas s'il faut aller jusque-là. Mais nous, c'est sûr qu'il faut avoir les moyens légaux et les moyens sur le terrain pour atteindre une bonne conciliation travail-famille. Mais premièrement, je vais juste vous énumérer ce qu'on veut faire juste pour les normes du travail. Donc, déjà là, c'est une bonne base. Donc, ce qu'on veut faire, c'est des vacances annuelles payées plus longues. Donc, au lieu de 2 semaines en partant, on va en avoir 3 semaines, puis ça monte à 5 semaines après 5 ans. Déjà là, juste avoir plus de temps, c'est mieux. On veut une demi-journée de maladie payée par mois, chaque mois. On veut 2 congés payés personnels sans solde par année qui s'ajoutent selon la volonté du travailleur. On veut 2 jours fériés de plus par année. Et là, dans les 10 congés prévus par la loi pour responsabilité familiale, on en veut 5 qui sont payés là-dedans. Donc, juste dans les normes du travail, on monte la barre, ce qui fait que, normalement, toutes les autres conventions collectives vont aussi monter normalement la barre. Et ça, plus de temps pour les familles, c'est déjà un bon pas pour la conciliation. Je ne sais pas, j'avais fini. Il reste 20 secondes. Ça va nous faire plus de temps pour débat. Voilà. Alors, le débat est lancé. Ah, madame, Non, je vous avais oublié. Allez-y. Un gouvernement de la CAQ sera prêt à analyser tout projet à améliorer la qualité de vie des familles du Québec et à favoriser la conciliation entre les études, la famille et le travail. Cependant, il faudra analyser si une loi cadre est bel et bien le meilleur moyen, car il s'agit d'un outil législatif. Par exemple, une telle loi obligerait tous les employeurs à développer une politique au sein de leur entreprise sur les mesures de conciliation travail-famille-études, ce qui implique son lot de contraintes. Nous encourageons plutôt les employeurs à faire preuve d'initiative pour se pencher sur la question, particulièrement en période de pénurie de main-d'œuvre, donc pour l'attractivité. Mais pour aider, parce qu'on sait que beaucoup de femmes qui travaillent actuellement sont des proches aidantes, et c'est une réalité auquel on fait face. Donc, je répète que le gouvernement de la CAQ va investir 200 millions par année pour des soins à domicile, ce qui devrait aider. Et le gouvernement de la CAQ va déposer une première politique nationale québécoise sur les proches aidants en consultation avec les organismes communautaires, les chercheurs, les professionnels de la santé et les aidants naturels du Québec, ce qui est demandé depuis longtemps par le réseau des aidants naturels, et c'est le lot de plusieurs femmes, puis je pense qu'il est temps qu'on s'y attarde. C'est une discussion qu'on doit avoir enfin, et on s'y engage. Alors, c'est terminé. Un petit commentaire. J'aimerais bien que les employeurs soient imaginatifs
Mais si on demande, ou créatif, mais si on demande, si les organisations demandent une loi cadre, ou à tout le moins une loi qui soutient bien la conciliation travail-famille, c'est que les employeurs, souvent, ne sont pas très imaginatifs. Puis, quand on a même des possibilités, c'est pas possible. Alors, c'est pour ça qu'on demande là, toutes les organisations, plusieurs organisations dans la société demandent une loi cadre. Mais bon, alors je vous laisse au débat. Bien, c'est un bon point, en fait, que j'ai apporté. J'aimerais entendre les autres parties là-dessus. Je pense qu'une des premières choses qu'on aime avec la conciliation travail-famille, c'est le temps. Donc, concrètement, j'aimerais ça vous entendre parce que j'ai pas vu, en termes d'heures, de jours, qu'est-ce que vos partis peuvent concrètement donner plus de temps pour les familles? Je sais que c'est un slogan du PQ. En termes de temps, qu'est-ce que vous donnez aux familles? Oui, c'est une bonne question. En fait, à part notre projet de transport collectif là, qui veut que les gens passent moins de temps dans leur voiture, je vais être bien franc, pour ce qui est des vacances et tout ça, là, c'est de ma faute. J'ai pas repéré ça dans le programme. Peut-être qu'il n'y a rien, mais c'est un angle mort pour moi. Prochain débat. Oui, c'est ça. On vous invite la semaine prochaine. Autre chose en matière Je de... peux renchérir sur ce que vous avez dit parce que, au fond, je peux vous dire que beaucoup d'entreprises, puis avant de parler d'une loi cadre, il faut quand même y penser sur l'impact que ça peut avoir sur les entreprises qui ont à être très compétitives et à offrir des conditions qui sont intéressantes parce qu'actuellement, avec la pénurie de main-d'œuvre, je peux vous dire que beaucoup d'entreprises, d'entrepreneurs qui sont assez créatifs pour ne pas perdre de personnel. Mm-hmm. Une loi cadre, ça leur permettrait d'être encore plus créatifs. Je vous le dis. Alors voilà, c'est ce qui termine la période de questions à débat. J'ai reçu une liasse de questions de la salle. Alors, on va commencer avec la première question. Vous aurez 90 secondes chacune, pour répondre à la question. Alors, le ministère de la Santé et le CIS de Lanaudière projettent d'ajouter 190 lits à l'hôpital Pierre-le-Gardeur. Le PLQ a projeté la construction d'un hôpital de 404 lits dans Vaudreuil-Soulanges et ce, pour une population de 200 000 habitants en 2036. Le HPLG, OK, l'hôpital Pierre-le-Gardeur n'aura que 438 lits, avec l'ajout de 190 lits et pour une population en 2023 qui atteindra, dans le sud de Lanaudière, de 323 161 résidents. Si votre parti est élu à la tête du gouvernement, prévoyez-vous ajouter au moins 250 lits à l'hôpital Pierre-le-Gardeur? Bien, ça, c'est une réponse oui ou non. Et pourquoi? Je peux commencer. La problématique là-dedans, c'est que on est parti d'une évaluation de 250 lits qui avait été faite par l'Agence de la santé auparavant. Le ministre de la Santé a baissé ça à 146 lits sur je ne sais pas quelle évaluation. Puis effectivement, il y a eu une sortie récemment où on revient à 250 lits. Puis lorsqu'on a fait une sortie, nous, le DG nous a contredit sur l'évaluation qu'on avait faite de 250 lits. Et oui, effectivement, ça va nous prendre minimalement 146 nouveaux lits.
Mais il faudrait avoir 250 lits parce que les besoins, la population est en croissance et la population est vieillissante. Donc, on a ce besoin-là. La seule affaire où je me pose la question, c'est que l'hôpital, quand elle a été construite, il semblerait que ça avait été construit en fonction d'avoir des étages supplémentaires. Et j'ai appris que ça va être difficile, la structure ne serait pas faite pour ça. Donc, je pense qu'il va y avoir une problématique, mais définitivement, on a besoin de 250 lits pour répondre aux besoins si on regarde l'évaluation à du long terme. Alors, c'est oui? Oui, c'est sûr. Parce qu'un besoin... Mais comment? C'est un engagement. Comment ça va être... c'est ça, il va falloir regarder ça. Oui. Monsieur Huard. Bien, c'est parce que il y a un débat plus large autour de ça. Évidemment, nous, on est d'accord, puis on veut que ça s'accorde avec la croissance de la population. Il y a à peu près juste le DGEQ, on dirait, qui est au courant que la population croît dans le sud de la Lanaudière. On est rendu avec 2 comtés de plus, juste dans la couronne nord, mais le réseau routier, le réseau de la santé ne suit pas. Donc, c'est clair qu'il faut augmenter les lits, mais moi je travaillais à la Fondation Rivière à l'époque où il y a eu le projet de l'hôpital de Vaudreuil. Là, pourquoi? Parce qu'il y a des rivières qui passent dans ce terrain-là, puis il y a un boisé et tout. Et on s'est rendu compte que la minute qu'il y avait une annonce d'hôpital, bien, il y avait de la spéculation autour des terrains. On a vu ce qui est arrivé autour de l'hôpital de Gardeur. Là, ça pousse des tours à condos. Donc, un hôpital fait monter la valeur des terrains. Donc, pour des gens qui voient juste le système de santé ou juste l'aménagement urbain comme des signes de piastres, c'est bien plus profitable de construire un nouvel hôpital ailleurs où les besoins sont peut-être moins criants, que d'augmenter un hôpital déjà existant qui fait déjà son travail pour augmenter la valeur des terrains. Donc, nous, ce système-là, c'est sûr qu'on veut sortir de ça. Donc, oui. J'aime ça, moi. Oui ou non. Hein? C'est clair. Alors, c'était la question de monsieur ou madame. J'arrive pas à lire le nom. Je reviendrai. Alors, autre question. Que pensez-vous du projet OptiLab, projet d'optimisation des laboratoires et des impacts qu'un tel projet pourrait avoir sur le déplacement de personnel vers le CIS de Laval ainsi que sur la qualité des analyses? Alors, Okay. Ça commence par Monsieur le compteur, avez-vous... Monsieur Québec solidaire. Bon, je gagne cette fois-ci. En fait, j'ai eu 3 questions à date de citoyennes, en fait, là-dessus depuis le début de la campagne. Pour nous, peut-être que c'est peut-être une bonne réflexion à la base, mais on voit que c'est accompagné encore, comme la plupart des réformes, de coupe de budget, de coupe de personnel. Si c'est une réforme déguisée pour couper, nous autres, on n'est pas d'accord avec ça. Si cette réforme-là résulte par plus de centralisation, moins de services à la population, c'est sûr qu'on est contre. Non. Mais s'il y a une optique d'aller vers des choses plus efficaces et efficientes, et donc qu'on aurait plus de services à la population, OK. Mais disons qu'on est pour l'instant, on est plutôt très méfiant avec le ministre Barrette et le gouvernement libéral. Donc, je dirais qu'on est plus du bord des syndiqués et des employés que du bord des gestionnaires en ce moment. Alors, madame? Mais nous autres, on avait demandé un moratoire là-dessus avant que le gouvernement aille de l'avant. Malheureusement, mais ils ont décidé d'aller de l'avant, donc il faut vivre avec les décisions. Il faudra faire par la suite peut-être une évaluation de ce que ça a donné. Est-ce qu'on a été bien servi par ce système-là? Mais on ne peut plus défaire ce qui est déjà en place. Là, il est comme trop tard. Malheureusement, il aurait fallu attendre. Il faut revenir en arrière s'il y a quelque chose qui n'est pas bien fait, là. Mais il faut l'évaluer, voir si ça a donné quelque chose. Oui, c'est ça. C'est clairement une des mesures qui s'inscrit dans la logique de centralisation du système, où on traite les travailleurs comme des pions qu'on peut déplacer de façon indifférente, et puis on néglige totalement l'expertise locale. L'hôpital où je travaille, moi, avait un laboratoire extrêmement performant, on se trouve être un hôpital de taille moyenne. Et puis, on est en train de démanteler tranquillement ce laboratoire-là.
aux grandes dames des travailleurs puis de tout le monde qui travaille à l'hôpital. C'est une perte d'expertise. On voit pas trop. On voit aussi ce qui se profile derrière ça, c'est-à-dire qu'on veut, sans que ce soit jamais dit, fermer les centres de prélèvement dans les hôpitaux. On sait que le ministre Barrette a, je ne sais pas si c'est une loi, un règlement, mais qui permet... On a réussi, on a mené une partie du combat contre les frais accessoires. Ça a été une victoire très partielle. Mais là, on permet aux médecins de charger 15 $ pour un échantillon sanguin. Donc, on ferme des centres de prélèvement dans les hôpitaux. On voit se profiler là, les centres de prélèvement privés ou les médecins qui chargent des frais assez importants pour ça. Donc, ça, c'est des choses qu'on ne veut pas. Donc, nous, on veut vraiment regarder cette réforme-là. Il y a des choses qui sont en place. S'il y en a des bonnes, comme dit Mme Lavallée, on peut peut-être regarder ça, mais en gros, on voit que la tendance est vraiment négative. Puis c'est un projet qui doit être, si on veut, haleté, examiné de près, quoi. Fin, arrêt. Alors, la troisième question. Quelles mesures concrètes sont prévues pour améliorer l'accès aux services sociaux de réadaptation et scolaire pour favoriser l'adaptation des élèves handicapés ou en difficulté d'apprentissage ou d'adaptation dans Lanaudière-Nord? PS, considérant la performance de la commission scolaire des SAMAR de l'Institut Fraser 2018, qui se situe avant-dernière au Québec. Alors, quelles sont les mesures concrètes? Pour nous, c'est lié avec une valorisation du communautaire, entre autres, parce que les organismes communautaires font beaucoup de choses à ce niveau-là et ils ont de l'expertise. J'étais dans une conférence de presse de la table régionale des groupes communautaires la semaine passée, puis ils nous ont demandé justement des engagements concrets, puis ça, c'est quelque chose en lequel on croit. Et quand on parle de gestion collégiale, d'interdisciplinarité, bien, que les organismes communautaires qui ont de l'expertise, qui offrent des services, puissent justement collaborer avec le système de santé. Là, la question spécifique pour le nord de la Naudière, ça c'est intense, là, à réponse. Mais je me souviens que mon amie candidate d'Ambertier, qui est Louise Baudry, m'avait parlé des centres de médecine communautaires. Je ne sais même pas si c'est le bon terme. Mais c'était dans le coin de Rawdon ou Saint-Gabriel. Puis ça a l'air que ça marchait vraiment bien. Justement, un modèle de système de santé proche des gens. Et ça a été démantelé progressivement. La bâtisse est presque vide en ce moment. Donc, je pense que c'est le genre de lieu qu'on pourrait réinvestir puis donner des services spécialisés à des clientèles comme vous l'avez nommé. Allez-y. Bien, c'est la commission scolaire des SAMAR. J'ai l'impression qu'on n'a pas de problème chez nous parce que je n'ai pas entendu parler de notre commission scolaire, de ce genre de problématique-là en 4 ans. Donc, j'imagine que c'est à la commission scolaire d'évaluer de quelle façon on peut desservir cette clientèle-là. Mais je dois être dans la bonne commission scolaire. Je pense que la réponse de la CAQ, c'est qu'ils vont abolir la commission scolaire. Comme ça, il n'y aura plus de problème. Bon, je ne peux pas m'empêcher. Mais bon, notre plan, il y a 3 éléments de notre programme là, qui touchent à... Moi non plus, je dois être humble. Là, je ne peux pas dire exactement quelles mesures sont ciblées pour le nord de la Naudière. Là. Ce ne serait pas honnête de ma part. Mais dans le programme du Parti québécois, je l'ai dit, il y a 60 millions de dollars qui sont consacrés, qui sont des sommes récurrentes. Dépistage, traitement de la déficience intellectuelle, réadaptation et des troubles de spectre de l'autisme. Ça. Il y a une loi bouclier en éducation, c'est-à-dire qu'on veut inscrire dans la loi l'interdiction de diminuer les sommes allouées à l'éducation. Hein, ça, c'est quand même quelque chose... On a des lois anti-déficit au Québec, mais ça, c'est une nouvelle façon de ne pas soumettre le système d'éducation à des réformes qui l'amputent puis qui doit guérir pendant 4 ans jusqu'aux prochaines élections, aux prochaines distributions de cadeaux. Là. Ça n'a pas de bon sens. Puis la troisième chose, c'est que nous, on veut que le privé fasse sa part, prenne des élèves en difficulté à la hauteur des subventions qu'ils reçoivent. C'est pas correct de faire de l'écrémage. Ce qui se passe, les écoles privées ne prennent pas leur part d'élèves en difficulté, mais ils reçoivent une part importante de subventions d'argent public. Donc, ces 3 éléments-là, j'espère,
vont aider la situation dans le nord de la Naudière, il me semble, s'appliquer à l'ensemble de la province. Je vous remercie. Autre question. On sait que les organismes communautaires sont souvent les grands oubliés lorsqu'il est question des acteurs du réseau de la santé. Comment votre parti ou vous-même comptez améliorer leur rayonnement au-delà de la question de leur financement? Je peux y aller? En fait, c'est au-delà du financement, c'est quand même difficile d'en parler parce que si on les reconnaît, il faut les financer adéquatement. Et si on les finance adéquatement, bien, il faut aussi les reconnaître. Je sais que donc, justement, il faut leur donner les moyens de rendre leur mission, mais après ça aussi, il faut reconnaître leur expertise. Une expertise qui est souvent presque tout le temps locale, ils connaissent leur monde, ils sont proches de leurs gens. Donc, c'est pas obligé d'aller toujours dans des structures très lourdes. On peut, ça pourrait être dans la palette des services offerts, soit les CLSC ou dans les hôpitaux, de référer à des organismes communautaires. Et non seulement, en tout cas, moi, je suis allé passer une radiographie, puis j'ai eu une liste de radiologues privés. Puis sinon, ben, j'ai pas eu, ou de physiothérapeutes privés, mais il y aurait peut-être des organismes dans mon coin qui auraient pu m'aider aussi d'une certaine façon. Puis ça, j'ai pas eu cette liste-là. Moi, je dirais qu'on est, dans mon comté, en tout cas dans ma région, on est gâté par l'offre de services qu'on a par les organismes communautaires. Malheureusement, il y a une méconnaissance de ces organismes-là encore. Les gens qui ont des problématiques n'ont pas le réflexe de recourir à ces organismes-là parce qu'ils ne sont pas encore assez connus. Nous, on rencontre souvent des gens au bureau et on va mettre en contact les gens en fonction de la problématique qu'ils mettent de l'avant avec les organismes dont on sait qu'ils ont les compétences pour les aider. Donc, on a une mine d'or d'organismes qui sont des intervenants terrain qui peuvent répondre adéquatement aux besoins de la population, mais qui, à mon sens, gagnent à être connus davantage et sont pas assez connus. On a la ligne 211 qui donne... qui aide à acheminer les gens vers les organismes qui répondent à leurs besoins, mais il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Parfait, M. Tremblay. Oui, alors, à part le financement, qui est une part importante quand même du programme du Parti québécois, je ne peux pas le passer sous silence. Là, on parle pour les soins à domicile qui vont se faire en partenariat avec les organismes communautaires. On parle de 100 millions la première année, 200 la deuxième, 300 la troisième, 400, donc 1 milliard de dollars à terme en 4 ans. C'est quand même pas mal, donc même si on ne parle pas de financement, c'est quand même des gros sous. L'autre chose dont il est question dans notre programme, c'est de créer un régime d'assurance pour ces travailleurs-là, d'assurance médicaments, puis aussi de regarder du côté des normes du travail, des congés de maladie, des choses comme ça. Ces travailleurs-là sont souvent complètement dépourvus de ce côté-là, les travailleurs dans le communautaire. Donc, le gouvernement mettrait sur pied, le gouvernement du Parti québécois mettrait sur pied un régime d'assurance pour eux, si c'est ce qu'ils veulent, ils et elles. Ça m'amène une question au niveau de la communautarisation des soins de santé, services sociaux, santé mentale. Avez-vous une opinion là-dessus? On parle de privatisation, on parle du réseau qui se déleste au profit de la privatisation, mais aussi au profit d'organismes communautaires. Bien, pas au profit, mais le réseau, délègue aux organismes communautaires, à la communauté aussi par les pères aidants. Alors, peut-être j'aimerais vous entendre quelques mots sur ce phénomène-là, parce qu'on parle des organismes, on parle de les prendre en compte. Par ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas aussi un danger par rapport à ça? J'aimerais vous entendre. Bien, vous avez raison. C'est à la fois, c'est une réalité, ils sont là, je ne pense pas qu'on peut leur tourner le dos. Ils font déjà beaucoup de travail,
Par contre, il faut pas que l'État se désengage, là. Il y a un rôle très important, avoir des travailleurs formés, certifiés, qui ont des conditions de travail, des fonds de pension, des choses qui font des qualifications, etc. Donc, la balance doit pencher du côté de l'intervention de l'État puis d'un service public là, assumé de façon importante. Mais bon, là, en ce moment, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de travail qui est effectué comme ça. Comment l'équilibre va se dessiner? Ça va se faire on va tâtonner, là. Vous aviez... Bien, en fait, il faut se dire les vraies affaires. Là. Pourquoi il y a des choses qui sont pelletées dans le communautaire ou des proches aidants? C'est parce que ça ne coûte pas cher. Là, je veux dire, le communautaire, c'est des gens qui sont dévoués, qui sont, comme dans tout le monde dans le milieu de la santé, ou la majorité des Québécois, je dirais. Puis ils ont le goût de bien faire leur job, mais ils sont payés des peanuts, ou des arachides. Là. Désolé pour l'anglicisme. Donc, si on veut monter leur financement, bien, c'est valoriser aussi leur profession. Mais c'est pas, justement, comme dirait M. Tremblay, c'est pas pour un désengagement, c'est pour une complémentarité. Donc, ce serait plus adapté d'avoir des soins plus proches de la personne, pas dans une grosse bâtisse, puis que c'est le milieu communautaire qui peut le donner, mais allons-y. Puis que ça soit pas, qu'il n'y ait pas 36 paliers de décision, que ça soit fluide. Donc, voilà, c'est pas, pour nous, c'est pas une façon de désengager l'État, c'est juste de mettre à profit les ressources qu'on a. Parfait. Madame Lavallée, vous avez quelque chose à ajouter? Bien, moi, j'ai rencontré dans des groupes communautaires des gens passionnés, dévoués et qui donnent des services de proximité. Donc, oui, on peut parler du désengagement de l'État, mais je pense que ces personnes-là, ils trouvent leur compte en travaillant auprès d'une clientèle qui a des besoins. Oui, est-ce qu'on peut les soutenir davantage? Fort possiblement, mais je pense qu'ils ne voudraient pas disparaître. Là. Ils ont un rôle à jouer et cette proximité-là, l'État ne peut pas l'avoir avec les gens. Je vais rebondir 2 secondes. Oui. Moi, je pense que c'est une bonne idée, la création d'un régime médicaments pour les organismes communautaires, mais c'est parce que nous, on va plus loin, on veut un régime d'assurance universelle de médicaments. Donc, ça couvrirait aussi les gens du communautaire. Oui, tout à fait. Je voudrais vous entendre d'ailleurs là-dessus. Pour ou contre un régime d'assurance médicaments public pour tous? Parti québécois, la CAQ? Non seulement on est pour, mais on est aussi pour la création de l'organisme Pharma Québec pour réduire les coûts des médicaments aussi. C'est pas juste... L'assurance médicaments, c'est une chose, mais si ça coûte trop cher, c'est une autre chose aussi. Donc, il faut créer un pôle public de création de médicaments génériques, de recherche aussi, et bien, que tout le monde soit bien adéquatement couvert. Parfait. Moi, je pense qu'il faut avoir, c'est quelque chose qui va, il faut avoir une conversation là-dessus publique. C'est-à-dire que ce qu'on a au Québec, la réalité, depuis qu'on a un régime public d'assurance médicaments, on est la province où il y a moins de gens qui se privent de médicaments pour faute d'argent. Okay? Les personnes âgées, les personnes assistées sociales ont accès à notre régime public, puis les gens qui n'ont pas d'employeur qui offrent un régime. Donc ça, c'est la première chose. De l'autre côté, comme il y a un problème, c'est qu'on paye plus cher qu'ailleurs nos médicaments. Bon, c'est le régime privé qui est en jeu là. Le problème, c'est que les coûts des médicaments ont explosé. Ceux qui savent, il y a un paquet de nouvelles molécules là, biologiques, des traitements à base d'anticorps, monoclonaux, en tout cas, pour rentrer dans les détails, mais des choses qui coûtent une fortune, quoi. Et puis, si on décidait de couvrir ça du jour au lendemain, il y aurait des coûts énormes pour les contribuables. En ce moment, c'est les contribuables qui le payent dans leur régime avec leurs employeurs et tout et tout. Mais quand même, il faut savoir le chiffrer. Donc, c'est la raison pour laquelle le Parti québécois n'a pas inscrit ça à son programme pour l'instant, parce qu'on pense que les coûts sont en évolution constante, puis il faudra regarder ça de près. Alors, vous suggérez au Parti québécois une conversation sur le sujet. C'est ça. Puis Madame Lavallée? Je suis assez d'accord avec mon collègue ici. Puis je pense que comme société, puis peut-être que le corps médical va devoir se questionner là-dessus, c'est sur la surconsommation des médicaments. On en a parlé pour les aînés. On a toutes les prescriptions qui se donnent pour les dépressions, la quantité phénoménale de médicaments qui se prescrit actuellement. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Parce qu'on prescrit des médicaments qui engendrent d'autres problèmes, qui nous obligent à avoir d'autres médicaments. Donc, dès qu'on rentre dans cette spirale-là, on n'en sort plus. Puis je pense que c'est un débat qu'on doit avoir, dire, a-t-on besoin de tous ces médicaments-là?
Alors, dans le futur, on aura sans doute de grands débats et de grandes conversations sur toute la question, finalement, de la surmédication, de l'assurance médicaments publics pour tous et du surdiagnostic, tant qu'à y être. Ça rentre dans cette catégorie-là. Alors, j'ai une dernière question de la salle. Actuellement, le CIS de Lanaudière est en négociation locale. À moins d'un mois de la date d'échéance de la période normale de négociation, on constate que de bonnes conditions de travail négociées localement aideront notamment à stabiliser les équipes de travail en diminuant le taux de roulement et ainsi assurer des services de qualité à une clientèle vulnérable. De plus, depuis une dizaine d'années, l'ensemble du personnel de la santé et des services sociaux n'obtiennent, même pas 2 % d'augmentation salariale par année. Le réseau en souffre car il n'est plus attractif pour le marché du travail et manque nécessairement de main-d'œuvre, laquelle n'est plus intéressée à venir travailler dans le réseau. Pour l'APTS Lanaudière, il est urgent de valoriser nos services publics. Pourtant, depuis une quinzaine d'années, force est de constater que le gouvernement favorise largement le privé au détriment du réseau. Il est grand temps qu'ils reconnaissent l'apport important des professionnels et des techniciens en démontrant sa volonté d'améliorer les conditions de travail et salariales pour la présente négociation locale et la négociation nationale 2020. Alors, la question, en tant que candidat lanaudois, êtes-vous prêt à porter la voix des professionnels et des techniciennes à votre gouvernement pour améliorer les conditions de travail et les conditions salariales et lutter contre la privatisation? Alors ça, c'est une belle grande question là, qui peut conclure finalement cette portion du débat. Monsieur, madame, c'est qui? Monsieur Tremblay qui commence. Okay, alors moi, je suis un fervent, je ne serais pas un croyant parce que ce n'est pas une question de croyance. On sait que le régime public, c'est la meilleure façon de donner des soins, c'est la façon la plus morale. On soigne selon les besoins des gens et non selon leurs moyens. Puis on sait que c'est le régime qui coûte le moins cher. Hein? Plus il y a de privés dans la santé, plus ça coûte cher. Puis ça ne donne pas nécessairement des meilleurs résultats, loin de là. On sait que les États-Unis, le pays où il y a le plus parmi les pays riches, le pays où il y a le plus de privés, à peu près 50 % des dépenses, ils dépensent beaucoup plus d'argent que les autres pays riches en santé. Et puis l'espérance de vie a baissé dans les dernières années. Donc, je considère que c'est une responsabilité d'avoir un bon système public. Donc, la réponse à vos questions, c'est oui, étant donné que pour avoir un bon système public, il faut avoir des gens compétents qui sont traités comme il faut. Et puis, bon, la réalité, il faut assurer la pérennité d'une main-d'œuvre qualifiée, puis motivée, etc. Donc, ce sont des revendications que je soutiendrai auprès d'un gouvernement du Parti québécois. Madame, monsieur? Oui, ben, en fait, c'est sûr que j'avais inscrit dans mes notes au départ, dans ma présentation, que je voulais saluer les travailleurs en négociation et travailleuses. J'ai oublié, fait que merci pour la question. Donc, bonne chance. Nous, on vous supporte à Québec solidaire. On pense que les professionnels de la santé, ceux qui travaillent dans le milieu de travail, sont les mieux placés pour proposer des mesures d'amélioration. On fait confiance à votre jugement. On veut évidemment que ça se déroule bien, mais si jamais il y a une ligne de piquetage, je vais aller vous voir, vous serrer la main, comme je l'ai fait pour les gens de la SAQ. C'est important d'être solidaire, de se soutenir. Ceci étant dit, on peut dire qu'on soutient vos négociations, on peut dire qu'on soutient vos revendications, mais il faut aussi, comme gouvernement, se donner les moyens. Parce qu'on ne peut pas dire oui, puis si on n'a pas les moyens, ça ne donnera rien, comme la hausse salariale. On parlait du régime d'assurance médicaments. Nous, ce n'est pas une discussion, c'est une conclusion qu'on arrive là-dessus. Pharma Québec et le régime d'assurance publique va dégager 2,5 milliards de dollars à terme pour réinvestir dans le milieu de la santé. La réduction de la rémunération des médecins va dégager 900 millions
Et ça, c'est juste 2 mesures qui permettent d'investir plusieurs milliards de dollars dans le régime de la santé, qui peut aller dans les salaires, les conditions et plus d'embauche. Donc, il faut que les bottines suivent les babines aussi. Madame. Moi, je me limiterais à dire que je laisse tout ce qui concerne la négociation des conditions de travail au prochain ministre de la Santé. On ne sait pas quel parti sera au pouvoir, donc ce sera à lui à décider des conditions de travail parce que je ne suis pas aux tables de négociation, donc je ne peux pas voir est-ce que c'est correct ou pas correct. J'imagine que vos revendications sont justifiées, mais je ne prendrai pas position pour un futur ministre de la Santé. Concernant le privé puis le public, pour moi, le privé est complémentaire au service du public actuellement parce que vous savez qu'il y a des listes d'attente, il y a des examens où les gens attendent, puis quand des gens sont malades, l'attente, c'est insoutenable. Donc, lorsque le privé peut aider, en autant que le patient ne paye pas les services, si le privé peut nous aider à baisser ces listes-là, je pense qu'il faut les utiliser. On ne veut pas privatiser la santé, loin de là, mais je pense qu'ils sont essentiels pour répondre aux besoins de la population actuellement. Parfait. Alors, je comprends que vous ne vous positionnerez pas sur la question des salaires, de la négociation. Je ne suis pas ministre de la Est-ce Santé. que votre parti trouve que les salariés du réseau sont bien payés? On n'a pas discuté de ça, mais je pense que les négociations, ça appartient au ministre de la Santé et le prochain ministre de la Santé négociera avec vous, puis je pense que ça va se faire de la meilleure façon, j'en suis certaine. Je vous remercie. Alors, nous sommes dans nos temps. Je serais tentée de vous poser une petite dernière question. Tiens, j'en ai plein, hein? Ben, je vais m'arrêter. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous en poser une sur l'environnement. Vous avez je sais que vous avez... Parce que vous aviez 17h30, puis... ne vous inquiétez pas. Écrit. Une dernière petite question. Vite, vite, vite. Est-ce que votre gouvernement s'engage à instaurer le recyclage dans tous les CIUS en matière d'environnement? Oui, non. Définitivement. Puis recyclage, on parle de tout, là, compostage et tout. Puis réduction à la source aussi, autant que possible. Le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Puis réduire l'usure prématurée, l'obsolescence programmée aussi. On veut avoir une loi cadre. On veut avoir au moins une loi là-dessus. et réduire les déchets à la source. Mais c'est clair. Parfait. Madame? On ne peut pas être contre. Monsieur Oui. Tremblay? Oui, je suis pour. Oui. Alors voilà, c'est le mot de clôture. Ça termine notre débat. Merci, messieurs, madame, c'était très intéressant. J'avais encore une longue liste de questions. Malheureusement, il faut un jour clore le débat, comme on dit. Alors, je vous remercie infiniment. Et le 1er octobre, on invite les gens à aller voter. C'est le premier geste qu'on doit poser pour exprimer son choix par rapport à ce qui nous est offert de la part des partis. Alors, je vous remercie. Je remercie les gens dans la salle. Je remercie les gens qui sont sur le web diffusion. Je remercie les candidats pour votre générosité. C'est fort apprécié. Et j'aimerais aussi amener tout le moins faire une parenthèse sur l'organisation de ce débat, parce que ce n'est pas une mince tâche que pour une équipe locale, régionale, d'organiser un débat comme celui-ci. Alors, je tiens à noter le travail exceptionnel de l'équipe locale du CIS de Lanaudière, ainsi que, je ne les nommerai pas là parce que je ne les vois pas tous, puis c'est une équipe exceptionnelle avec monsieur Richard Bellumeur qui a travaillé très fort aussi à que ce débat se réalise. Et bien, merci à tous.